Bonjour François Hollande. Bonjour. Un mot d'abord sur la situation confuse au Gabon ce matin. Des militaires sont apparus à la télévision pour annoncer l'annulation de la réélection du président Ali Bongo, qui est au pouvoir depuis 14 ans. Ils annoncent aussi la dissolution des institutions. Quelle est votre réaction ? Alors, il y avait un processus électoral en cours au Gabon. Il y avait des contestations, donc ça peut être la cause de ce coup d'État. Il n'empêche, c'est le 5e sur le continent africain et dans l'Afrique francophone depuis 2020. Parce qu'il y a eu le Niger, le Mali, la Guinée. Il y a eu d'abord le Mali, le Burkina Faso. Il y a eu ensuite le Burkina Faso, la Guinée, le Tchad et le Niger, et maintenant le Gabon. Cet effet de contagion, c'est parce que les militaires se sentent les coups des franches ? Je pense qu'il n'y a pas eu de réaction suffisante, y compris de la France d'ailleurs, mais de la communauté internationale et de la CEDEAO, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest qui, avec l'OUA, est chargée quand même d'accompagner des processus électoraux et démocratiques. Il n'y a pas eu de réaction suffisamment nette lorsqu'il y a eu le premier coup d'État au Mali. C'était pas dans n'importe quel pays, c'était au Mali, là où il y avait eu une guerre contre le terrorisme, il y avait toujours une guerre contre le terrorisme, là où il y avait eu un processus électoral, là où il y avait un président qui, même s'il était contesté, était légitime, et il y a eu une forme d'acceptation de ce premier coup d'État. Donc les militaires se sont enhardis, ça a été ensuite donc le Burkina Faso, la Guinée, d'une certaine façon le Tchad, et le Niger a été d'une certaine façon les dernières étapes. On pensait que ça pouvait s'arrêter là, on voit bien que le Gabon est également concerné, sans doute pour d'autres raisons. Mais quand on y réfléchit, pendant des années, il y a eu, de manière plus ou moins chaotique, des processus électoraux en Afrique. Et nous pensions tous, dans le cadre du respect que nous avons pour les Africains, qu'il y aurait, d'une certaine façon, l'installation d'institutions solides en Afrique. On voit qu'il n'en est rien. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des influences étrangères, et notamment des régimes autocratiques, la Russie et la Chine, pour déstabiliser ces pays et réduire l'influence occidentale? C'est évident. En tout cas, pour le Gabon, là, ce matin, situation instable. Est-ce qu'il faut déjà penser à faire rentrer les Français qui sont sur place sur le territoire national ? Non, je pense qu'on verra dans les prochaines heures s'il y a des menaces, mais je pense que là, il n'y a rien qui soit dirigé contre la France en particulier. Je rappelle quand même qu'au Gabon, il y a des éléments militaires qui sont stationnés, et il y a des intérêts économiques importants, beaucoup plus importants que ce qui peut se produire, par exemple, au Mali. Vous disiez, François Hollande, que le manque de fermeté au Niger, notamment, pouvait avoir entraîné... Au Mali d'abord, mais également au Niger, pouvait entraîner une forme chez les militaires, le sentiment un peu d'impunité. Est-ce que Emmanuel Macron a raison de faire preuve de fermeté au Niger, avec le Niger ? Oui, mais ça aurait dû se faire dès le premier coup d'État au Mali. Pourquoi une réaction, et je la partage, aussi courroucée sur ce qui s'est produit au Niger, un président qui avait été démocratiquement élu? Il n'y a pas eu l'équivalent, il y a maintenant 3 ans, lorsque le président Keïta a été renversé par des militaires. Pourquoi Emmanuel Macron est même allé au Tchad lorsque le président Déby a été tué, que c'est son fils qui lui a succédé, sans du tout qu'il y ait de processus électoral. Donc il y a eu une forme d'acceptation des coups de force. Et alors, effectivement, au Niger, c'était le coup d'État de trop, parce que là, il y avait aussi une réaction anti-française qui paraissait totalement exagérée, disproportionnée, parce que je rappelle que la France, au Niger, n'est là que parce qu'elle y a été appelée. Mais on peut avoir le discours de fermeté, encore faut-il en avoir les moyens. D'abord parce que ce n'est pas à la France de régler ces questions-là. C'est à une organisation qui s'appelle la CEDEAO, c'est-à-dire le regroupement des pays de l'Afrique de l'Ouest, ou à l'Union africaine, de régler entre Africains la question d'évolution de pouvoir, des coups d'État lorsqu'ils s'en produisent, et des processus électoraux qui doivent être encouragés. Quand les Africains, et c'est leur responsabilité, notamment la CEDEAO, restent dans l'expectative ou ne veulent pas s'immiscer dans un processus ou imaginent une solution diplomatique et évoquent une solution militaire pour ensuite la récuser, c'est pas à la France
Et ça, quand j'étais président, je m'y suis toujours refusé. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut C'est faire, pas à là, la par France de se substituer aux Africains pour décider de leur avenir. Mais alors là, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, au Niger et dans tous les autres pays qu'on a évoqués, que ce soit le Burkina ou le Mali, il y a un sentiment anti-français qui est bien présent. Nous, on a encore des soldats sur place, 1500 soldats présents dans la zone. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites le conflit au Niger, le conflit armé, on oublie, on passe à la négociation, on privilégie la négociation. Je n'ai pas dit ça. Je dis c'est pas à la France de faire une intervention militaire pour rétablir tel ou tel chef d'État. Ça correspond à une période qui n'est plus du tout la nôtre, en tout cas que moi j'ai alors toujours... on reconnaît les putschistes. Ce que nous devons faire, c'est de dire aux Africains, et notamment aux Africains de l'Ouest, que c'est à eux de faire en sorte que des processus, comme on vient de les connaître, des coups d'État, ne puissent pas rester impunis et qu'il n'y ait pas de travail ou diplomatique ou de médiation pour rétablir les présidents qui ont été légitimement élus. Par ailleurs, sur le sentiment anti-français, parce qu'il existe... Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui se passe ? Parce qu'il existe. Bon, et il faut y répondre. Lorsque j'ai été appelé par les présidents justement de l'ouest de l'Afrique, au moment où les djihadistes allaient fondre sur Bamako en 2013. et allaient donc menacer toute l'Afrique de l'Ouest. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais une envie impériale ou une espèce de souvenir néocolonial, ou parce qu'il y avait des intérêts économiques. Il n'y en avait aucun. Je l'ai fait par solidarité. Je l'ai fait parce que je voyais une population qui était menacée par les terroristes, qui était terrorisée même, à tous les sens du terme, des femmes qui étaient lapidées, et des monuments, qui étaient des mausolées qui étaient détruits, et puis une population qui risquait d'être asservie. Donc j'ai été appelé et j'ai mis en place un dispositif militaire. Je rappelle qu'il y a eu 59 morts militaires français, de nombreux blessés, et que nous avons fait notre devoir de solidarité. Après, pourquoi nous y sommes restés ? Moi, je n'avais pas du tout l'idée que la France serait présente par des moyens militaires. C'était une erreur de rester ? Non, ce n'était pas une erreur dans les premières années, mais l'idée était de nous faire remplacer par des forces africaines, précisément, ou par les forces des Nations Unies. Et on s'est aperçu que ce n'était pas le cas, et c'est sans doute la raison pour laquelle il fallait partir. Et il faut partir à un moment, parce que nous ne pouvons pas être une force de gendarmerie supplétive. François Hollande, vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler d'Emmanuel Macron et de la réunion qu'il organise aujourd'hui avec les chefs de toutes les forces politiques. Ce sera juste après le fil info. Maureen Fignard. Les frontières du Gabon fermées jusqu'à nouvel ordre. Des militaires annoncent à la télévision qu'ils annulent les résultats des élections. Elle venait d'être publiée et donnait le président Ali Bongo gagnant. Les militaires disent dissoudre les institutions. Il n'y a pas eu de réaction suffisante après les autres coups d'État en Afrique, notamment au Mali, regrette sur France Info l'ancien président François Hollande. Pour Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national, l'initiative du président de la République est déjà voué à l'échec, mais il ira quand même rejoindre Emmanuel Macron cet après-midi à Saint-Denis avec les autres représentants des forces politiques représentées au Parlement. Au moins 1990 enfants sont sans solution d'hébergement, et cela à quelques jours de la rentrée scolaire, 20% de plus que l'année dernière, indique sur France Info la Fédération des acteurs de la solidarité. Son président annonce qu'ils attaqueront en justice les préfets qui mettent en place des critères de sélection pour obtenir un hébergement d'urgence faute de place. Une courte vidéo qui met en scène de faux supporters au début de la Coupe du Monde de rugby en France, quand arrive une vague de pétrole déversée par Total Energy. Greenpeace dénonce avec cette vidéo les entreprises d'énergie fossile qui sponsorisent les événements sportifs majeurs. L'ONG dénonce un attentat climatique. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec l'ancien président de la République François Hollande, une initiative politique d'ampleur. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron qualifie la rencontre qu'il organise aujourd'hui avec les chefs de toutes les forces politiques représentées au Parlement. Ça va se passer à Saint-Denis cet après-midi. Est-ce que déjà sur le principe, vous dites, c'est bien, le président tend la main à l'opposition, c'est une bonne manière de gouverner ? Le dialogue, c'est toujours mieux que la dispute.
Donc que le président de la République veuille entendre l'ensemble des familles politiques, pas simplement de l'opposition, de toutes les familles politiques, ça me paraît être un bon processus. Alors ça se fait dans un cadre un peu particulier, avec des effets d'annonce dont on verra ce qu'elles deviennent, ce qu'ils seront. Mais je pense que le processus lui-même, le principe même du dialogue est utile. Après, c'est la décision qui compte. Il parle au Rassemblement national comme à la France insoumise. Au départ, ces deux formations n'étaient pas conviées. Il a changé d'avis. C'est bien d'avoir changé d'avis, justement. Il faut parler à tout le monde. Cette question, je me la suis posée aussi dans un tout autre contexte. Lorsqu'il y a eu les attentats à Paris au mois de novembre 2015, je devais recevoir les partis représentés à l'Assemblée nationale. Ça ne suffisait pas. Donc j'ai réuni toutes les formations politiques, même celles pour lesquelles je n'avais pas, c'est le moins qu'on puisse dire, la moindre affinité, au moins le partage de valeurs. Je pense que dès lors qu'il y avait ce dialogue, dès lors qu'il y a des partis qui sont représentés au Parlement, il est légitime de les inviter. C'est le grand retour du référendum dans l'espèce de concours d'idées qui a précédé cette réunion, référendum sur l'immigration. Les Républicains arrivent avec cette idée-là, vous en pensez quoi ? Alors, un référendum sur l'immigration n'est pas possible par l'article 11 de la Constitution. Donc ce que demandent les Républicains, mais aussi le Rassemblement national, de ce point de vue, il y a une certaine convergence, c'est de changer la Constitution et de permettre qu'il puisse y avoir, par l'article 11, donc directement, une consultation sur l'immigration. Je pense que ces questions-là peuvent se régler d'abord dans le cadre du Parlement. Il y a un texte de loi qui arrive. Bon, on peut ne pas en partager tous les éléments, mais ça donne lieu à ce moment-là à un débat et à une prise de décision. À condition changer qu'il y ait une la majorité. Constitution, rien que pour ça, rien que pour demain aller changer le code de la nationalité ou les règles du séjour, je pense que par référendum, on ouvre un processus qui peut être dangereux. Dangereux. Vous parliez à l'instant du texte sur l'immigration qui arrive. Par ailleurs, dans le texte de LR, sur le changement de constitution, pouvant permettre un référendum, il y a aussi une disposition qui prévoirait, si elle était mise en œuvre, que la France ne respecterait plus les règles européennes. Vous savez qu'il y a un principe, c'est que les lois nationales, dans les domaines où l'Europe intervient, sont soumises au principe de hiérarchie des normes. Donc ça voudrait dire que pour un certain nombre de questions, notamment la nationalité, l'immigration, le séjour, l'asile, nous nous mettrions en dehors des règles européennes. La droite l'assume. Et donc, oui, mais c'est intéressant parce que quand la France insoumise parlait de désobéissance, au moment de la création de la NUPES, je suis inquiété. Alors si maintenant on est européen, mais qu'on dit que ce soit pour des questions économiques, budgétaires, ou maintenant pour des questions sur le droit d'asile, on ne respectera pas le droit européen, mais il y a une façon de ne pas respecter le droit européen, je le signale, c'est de sortir de l'Union européenne. C'est ce qu'ont fait les Britanniques. Les Britanniques, ils ne sont pas dans les règles européennes, ils font ce qu'ils veulent. Donc si c'est ça que souhaitent maintenant les LR, eh bien qu'ils disent très clairement qu'ils ne veulent plus rester dans l'Union européenne. Juste sur le texte sur l'immigration qui arrive au Parlement dans les prochaines semaines, est-ce que la gauche doit voter le texte si la régularisation des travailleurs sans papier y figure ? Non, moi, il ne m'appartient pas de dire ce que la gauche, d'abord, c'est une pluralité. Ce qu'elle doit faire à l'Assemblée nationale. Ce que je peux donner, c'est ma position. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà plusieurs lois sur l'immigration. Je ne suis pas sûr qu'il en faille encore d'autres, même s'ils peuvent préciser les précédentes. Il est légitime de trouver des procédures plus rapides, plus simples, tout en étant respectueuses du droit, pour permettre de traiter rapidement les demandes d'asile. Ça, c'est dans le texte. Je pense que ça fait partie de ce que... L'accélération des procédures. Oui, l'accélération ne veut pas dire un mépris des règles. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser des personnes sans réponse alors qu'une demande d'asile a été formulée et sans la possibilité de travailler. Mais est-ce qu'il faut réduire drastiquement l'immigration, comme le dit Emmanuel Macron ? Mais les demandeurs d'asile, ça c'est un droit qui est reconnu au plan européen et au plan international. Ce n'est pas nous qui pouvons décider, nous pouvons simplement dire qui peut revendiquer l'asile ou pas. Mais je parle des autres. Les autres, c'est quoi les autres ? C'est les étudiants. On veut qu'il y ait moins d'étudiants étrangers en France, alors que ça fait partie de l'attractivité. Sur le regroupement familial, est-ce qu'il y a des abus ? S'il y en a, ils doivent être corrigés. Mais enfin, là aussi, c'est un droit fondamental de vivre en famille. Qu'est-ce qui reste ? L'immigration économique.
Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait une immigration économique. Il y a du chômage en France qu'on puisse former. Donc on coupe le robinet de l'immigration économique. Non, on coupe pas le robinet, mais c'est maintenant devenu finalement résiduel, l'immigration économique. Et que chaque année, on puisse regarder quels sont les métiers en tension, là où on peut accepter... Vous êtes pour cette disposition, la création d'un titre de séjour métier en tension? Oui, mais ça se fait d'ailleurs tous les jours lorsqu'il y a des besoins économiques. Enfin, qu'il y ait la nécessité de régulariser un certain nombre de cas, moi je l'avais fait dès l'entrée dans mon quinquennat, oui, il faut régulariser les personnes qui sont là depuis longtemps, qui travaillent, qui ont une famille et qui se retrouvent dans une situation de non-droit. Oui, ça, il faut le faire. Et si on fait par petits bouts, eh bien, on ne donnera pas la cohérence d'une politique migratoire. François Hollande, pour redonner la parole aux Français, est-ce que vous croyez à l'idée de préférendum, cette espèce de référendum à choix multiples, l'idée d'Olivier Véran ? Dans la Constitution, il faut y revenir, il y a la possibilité, je l'ai dit, dans certaines conditions, qu'il y ait un référendum. Il faut que ce soit dans des domaines très précis, l'économique, le social, l'environnemental, l'organisation des pouvoirs publics, les services publics. Donc, s'il doit y avoir une consultation, elle doit se faire par référendum. Je ne connais pas d'autres procédures. Pour l'instant, le préférendum, c'est de la politique fiction. C'est de la consultation, mais qui n'a pas de valeur juridique, qui n'a pas d'organisation et qui, d'une certaine façon, ne sert pas à faire trancher par les Français des situations qui le mériteraient ou des sujets qui devraient être à un moment des textes de loi. Je rappelle que pour un référendum, on ne dit pas oui ou non à une question, on dit oui ou non à un projet de loi. Ça, c'est très important. Pour qu'il y ait un référendum, il faut qu'il y ait un projet de loi, il faut qu'il y ait un progrès qui soit proposé, ou une réforme qui soit proposée, ou un risque, si le texte était accepté, pour que les Français se prononcent. Et puis, qui va organiser les pré-référendums ? On va demander aux maires, on va demander à des citoyens de tenir des bureaux de vote dont on sait parfaitement dès l'annonce du pré-référendum qu'ils n'auront aucune valeur. François Hollande, vous restez avec nous, invité de France Info ce matin. On revient dans une minute, juste après le fil info. Maureen Suignard. L'Ukraine dit avoir détruit 28 missiles et 15 drones explosifs ces dernières heures. Kiev estime qu'il s'agit de l'attaque russe la plus importante sur la capitale ukrainienne, et cela depuis le printemps. Une pluie de missiles qui a fait 2 morts. Moscou affirme aussi avoir détruit 4 navires ukrainiens en mer Noire. Une dizaine de militaires en treillis à la télévision. Une nouvelle tentative de coup d'État en cours en Afrique. Cette fois, c'est le Gabon qui est touché. Les militaires disent annuler les résultats de l'élection où le président Ali Bongo était reconduit. Vous ne l'attendez sûrement pas avec impatience, la taxe foncière. Les premiers avis d'imposition sont mis en ligne à partir de ce matin pour les propriétaires. Les montants explosent cette année, plus 52% à Paris, plus 25% à Grenoble et 10% à Limoges par exemple. Les Bleus entrent dans leur Euro à partir de 17h. Les volleyeurs tricolores affrontent la Turquie. Hier, les Françaises ont perdu 3-7-0 en quart de finale de leur Euro face aux tenantes du titre, les Italiennes. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec l'ancien président de la République, François Hollande, dans cette rentrée. La question du pouvoir d'achat reste d'actualité, on ne cesse de le répéter. Les Français sont toujours bousculés par l'inflation. Sauf que du côté du gouvernement, le discours est plutôt à la mesure, voire même à serrer un peu plus la ceinture, puisque le gouvernement prépare le budget pour l'année prochaine. Et là, il y a des mesures d'économie qui sont suggérées, qui sont envisagées, notamment du côté de la santé. Parmi les pistes envisagées, il y a par exemple le doublement des franchises médicales. Est-ce que c'est vers ce secteur qu'il faut faire des économies, François Hollande ? Alors d'abord, l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, elle reste la première préoccupation des Français en cette rentrée. Et s'il y a un sujet qui doit être abordé avec les forces politiques, le premier, c'est celui-là. Avec tout ce qui est de la négociation, vous en avez évoqué l'ampleur hier, tout ce qui doit être fait avec la distribution, tout ce qui est fait avec les industriels. C'est le premier thème. Et il se trouve qu'en cette rentrée, il y a des hausses d'impôts. J'avais d'ailleurs, il y a quelques mois, prévu qu'il y ait à ce point des hausses d'impôts compte tenu des rythmes de dépenses publiques, de déficit et de cadeaux fiscaux qui avaient été faits à un certain nombre de catégories sociales qui n'étaient pas les plus défavorisées ou même des employeurs. Donc,
Aujourd'hui, il y a déjà la hausse de la taxe foncière, qui va vraiment imputer gravement les ménages propriétaires. Mais enfin, il y a des ménages qui ne sont pas des personnes favorisées, qui sont propriétaires de leur logement et qui vont être durement touchés. Et puis maintenant, alors je ne sais pas ce qu'il en sera, on annonce les franchises médicales, c'est-à-dire en réalité de payer un peu plus pour l'achat de médicaments, de consultations. Ça s'appelle un impôt. C'est un impôt. Là. Mais d'une certaine façon. Être un peu moins remboursé quand on va chercher des médicaments. Quand ou vous êtes moins remboursé et que vous êtes obligé de payer une taxe, ça s'appelle un impôt. Et il va y avoir d'autres taxes, puisqu'on en annonce quelquefois dans une bonne intention sur les transports, notamment par avion, ou sur les autoroutes. Mais on voit bien que le plus de taxes, ça va être finalement le registre de la rentrée du gouvernement. Et ça, c'est impute directement les ménages, tous les ménages, sans discrimination. Alors je vois bien qu'on essaye de dire que ces ménages qui ont des maladies, enfin des personnes qui ont des maladies longues, durables, les affections de longue durée ne seraient pas touchées, mais pour le reste, ça va concerner des millions et des millions de travailleurs. Mais il faut faire des économies. Alors les économies, c'était plutôt sur les cadeaux fiscaux qui avaient été accordés à d'autres, et notamment aux plus favorisés, et aussi à des dépenses qu'il faut revoir lorsqu'elles sont inefficaces. Et il y en a notamment toutes ces dépenses qui sont faites pour des secteurs qui sont des secteurs qui ne sont pas écologiquement impeccables. François Hollande, à quelques jours de la rentrée, le ministre Gabriel Attal a décidé d'interdire les abayas au nom de la laïcité. Il a eu raison. Un vêtement, lorsqu'il est ostentatoire, et c'est le cas, ne peut pas rentrer, la personne ne peut pas rentrer avec ce vêtement-là dans un établissement scolaire. La gauche est divisée sur ce sujet. La France Insoumise, par exemple, a décidé de saisir le Conseil d'État parce qu'elle fustige une police du vêtement qui stigmatise les musulmans. Eh bien, sans être prophète, je vous annonce que sans doute la jurisprudence administrative, le Conseil d'État, va s'en tenir à ce qui est sa position. C'est quand il y a un vêtement qui est un signe d'appartenance religieuse, avec un caractère ostensible, c'est le mot de la loi de 2004. Je rappelle que j'ai voté au nom du Parti socialiste la loi de 2004 sur les signes ostensibles à l'école. Eh bien, le Conseil d'État, vraisemblablement, je ne veux pas préjuger de ce qu'il fera, aura, avec le discernement qui est nécessaire, parce que c'est toujours ce qu'indique le Conseil d'État, c'est qu'il faut prendre une mesure, mais il faut qu'elle soit appliquée avec discernement. Eh bien, l'abaya, les personnes qui revêtent, les jeunes femmes qui revêtent un abaya ne pourront pas rentrer dans l'établissement scolaire. Je rappelle que ça ne vaut que pour le collège et le lycée, et que bien sûr, à l'université, on retrouve les règles de la laïcité plus classiques, c'est-à-dire où on peut avoir un vêtement qui a un caractère religieux. Il y a un autre sujet de discorde au sein de la gauche. Les européennes, les alliés de la NUPES se déchirent ouvertement sur la question. Vous êtes favorable à une liste PS aux européennes, pourquoi ? Une liste, c'est pas une question de personne, ni même de parti. Une liste, c'est une ligne politique. Les socialistes, et je peux en parler en connaissance de cause, depuis des années, ont toujours présenté une liste aux élections européennes en lien avec les sociodémocrates européens, parce que les socialistes ont des positions particulières qui visent à améliorer le fonctionnement de l'Europe et dans le contexte actuel à lui donner peut-être un approfondissement notamment sur les questions climatiques et sur les questions de défense. Et donc il y a une identité politique qui doit être appréciée par les Français à l'occasion des élections européennes. D'accord, mais alors les autres peuvent dire est-ce qu'on a les mêmes positions que le reste de la gauche ? Eh bien non. Donc, attendez, je vais prendre quelques exemples. Oui. Sur l'Ukraine, est-ce que c'est la même position pour aider militairement l'Ukraine entre LFI et le Parti socialiste ? Non. Est-ce que sur le rapport franco-allemand, c'est la même position ? Non. Est-ce que sur l'Alliance Atlantique, c'est pas rien l'Alliance Atlantique, c'est l'appartenance de la France à une organisation de défense, est-ce que c'est la même position ? Les uns veulent en sortir, les autres veulent rester. Les gauches sont irréconciliables sur l'Europe. C'est pas oui, elles sont en tout cas différentes. Et quand elles sont différentes, on n'essaye pas de les mettre ensemble. Pourquoi faire d'ailleurs ? Mais même si c'est Ségolène pour Royal gagner les élections. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas une question de personne. Il peut y avoir des personnes. PSLFI. C'est pas une question de personne. C'est une question de ligne. Une ligne, c'est une liste.
Et une liste, c'est une ligne. Mais il y en a, notamment Ségolène Royal, qui vous disent que c'est indispensable pour gagner les élections. Mais pour gagner... Non, alors là, je pense qu'il y a une incompréhension sur ce qu'est le scrutin proportionnel. La gauche a longtemps milité pour le scrutin proportionnel. C'était pas pour faire une liste unique. Si vous faites une liste unique, vous ne pouvez jamais être majoritaire. Par ailleurs, il y a un scrutin proportionnel, c'est pour faire le plus d'élus possible au Parlement européen. Or, il est prouvé que lorsque vous faites une liste unique, vous faites moins d'élus que lorsque vous faites des listes séparées. Donc vous ne croyez pas à l'initiative de Ségolène Royal. C'est pas un scrutin majoritaire. L'élection européenne, c'est pas un scrutin majoritaire. C'est pas celui qui va avoir le plus de voix à l'élection européenne qui va gagner le scrutin. Non, il va avoir le plus de sièges, c'est tout. François Hollande, merci d'avoir été l'invité de France Info ce matin. Et